Alors, on enchaîne cette journée avec Younes de Beyond Trust qui va nous parler du PAM, une gestion des accès privilégiés. Je vais lui laisser le micro pour plus de détails s'il est prêt à y aller. Merci bien. Vous m'entendez bien? Bonjour et bienvenue à cet atelier. Donc, nous allons aujourd'hui parler des solutions PAM, Privileged Access Management, en français, les accès privilégiés, la gestion des accès privilégiés. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, c'est nous présenter qui nous sommes, Beyond Trust, notre mission, notre cœur de métier et l'ensemble de nos domaines d'expertise. Nous allons, vers la fin, faire une démonstration et vous parler plus précisément de la gestion des endpoints. Comment nous allons mettre en place le principe du moindre privilège. En anglais, le least privilege. Et si nous avons le temps, une séance de questions-réponses. Alors, Beyond Trust, en bref, nous sommes une société globalement connue, présente dans les 5 continents, fort de 30 ans d'innovation et d'expertise. Nous avons un peu plus de 19 000 organisations qui nous font confiance et qui ont déployé notre solution. Nous sommes reconnus comme étant un des leaders du marché. Les différentes Forrester, Gartner nous mettent dans l'ensemble des quadrants comme étant un des leaders sur le PIM, Privileged Identity Management, la gestion de l'identité, la partie PAM, Privileged Access Management, et vous allez également nous trouver sur la partie vulnérabilité près des leaders qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine comme Rapid7 ou Qualys. Alors, notre mission, notre objectif, c'est de réduire les attaques, de réduire les menaces en vous aidant à mieux gérer vos comptes à privilèges, à mieux gérer vos sessions, à mieux gérer vos endpoints. Lorsque je suis connecté sur un serveur, qu'ai-je le droit de faire? Trouver un équilibre entre ne pas frustrer les utilisateurs et leur permettre de travailler et leur permettre de faire ce qu'ils ont besoin de faire tous les jours. Que je sois un utilisateur normal, que je sois un administrateur. D'accord? La plupart des statistiques le prouvent, les menaces sont souvent liées à un mauvais usage de ces identités, à un mauvais usage de ces accès. Lorsque je suis quelqu'un qui a le droit d'accéder à tout, qui a le droit de tout faire sur un endpoint, c'est là que je commence à être menaçant pour mon entreprise parce que je peux de façon intentionnelle nuire à l'entreprise ou alors même inintentionnelle, à savoir parce que mal configurer un système avec un compte vraiment très privilégié, je vais ouvrir des portes à des menaces, des vulnérabilités. Les attaquants, qu'ils soient de l'interne ou de l'externe, peuvent me targeter, comme on dit en anglais. Alors, notre différenciateur, vraiment Beyond Trust, est aujourd'hui le seul acteur du marché à vous prémunir, à vous protéger de l'ensemble des attaques en fournissant une plateforme unique. Une plateforme qui va à la fois gérer votre session, qui va à la fois gérer l'identité, à savoir les comptes que vous pouvez utiliser dans ces sessions, dans quel but, et en même temps de pouvoir scanner l'ensemble de vos assets, l'ensemble de vos ressources pour pouvoir justement donner ou ne pas donner cet accès. Je vous invite à venir nous voir à notre stand C9, je crois, C2, pardon, pour parler de l'ensemble de ces briques. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons nous focaliser, la démonstration va se focaliser justement sur cette partie gestion des privilèges sur les endpoints. Alors, avant de vous montrer comment on va vous protéger point par point, j'aimerais juste vous expliquer quels sont les défis qui sont aujourd'hui soulevés, qui sont, que doivent relever l'ensemble de nos clients. Dans une entreprise, bien souvent, vous avez deux aspects distincts, deux environnements distincts, la partie bureautique et la partie infrastructure. Dans un monde idéal, nous avons une barrière entre les deux imperméable. Mais vous savez très bien que ce n'est pas possible. Pour pouvoir avoir une entreprise viable, une productivité viable, il faut que mon administrateur puisse se connecter depuis la partie bureautique vers l'infrastructure où se trouvent mes serveurs,
hébergé chez moi dans un data center ou alors de plus en plus dans le cloud. Je suis également obligé d'étendre ce périmètre de sécurité, d'accompagner mes partenaires, de les laisser se connecter vers des applications qu'ils gèrent eux-mêmes, vers des serveurs qui sont hébergés chez moi, mais qui leur appartiennent par exemple. Donc là, j'augmente encore plus ma surface d'attaque. Donc le premier vecteur d'attaque va venir de l'interne. 30% des attaques vont venir de ce qu'on appelle des insiders. Pour des raisons malveillantes, pourquoi pas un administrateur qui est mécontent, qui va vouloir s'attaquer à votre infrastructure, voler des données, ou alors complètement inattentionnel. Parce que distrait, parce que n'ayant pas la connaissance, il va mal configurer un serveur et vous ouvrir à des attaques. Les hackers eux-mêmes qui vont profiter de ces espaces légitimes. J'ai ouvert un accès à mon partenaire. Mon hacker va, d'un moyen ou un autre, pouvoir prendre ce chemin-là et venir s'attaquer à mon infrastructure. Il va également essayer de compromettre la partie bureautique via des mécanismes que vous connaissez, des malwares, des chevaux de Troie, hijacking, etc. Une fois qu'il a pris la main sur mon poste, il va par la suite rebondir sur une asset, donc un ordinateur utilisé par l'administrateur parce qu'il a réussi à compromettre son compte et par la suite pouvoir venir dans mon infrastructure. Et vous voyez, donc c'est un passage légitime et en interne, on va pouvoir penser, on va pouvoir croire que c'est quelqu'un de complètement légitime qui est de l'interne, qui se connecte à mon data center. Alors comment on va vous protéger? Premièrement, en gérant mieux les vulnérabilités. On va scanner en permanence les ressources en interne, découvrir à l'avance les failles pour éviter justement que les attaquants, les hackers puissent en profiter. On va par la suite sécuriser vos accès, les accès tiers, les revendeurs et également tout ce qui est partie remote support, helpdesk, bien souvent négligé mais très utilisé pour ce genre d'attaque. On va sur les ressources très critiques, pourquoi pas mettre ce qu'on appelle des workflows d'approbation. Avant que je puisse donner l'accès à cette ressource, je vais demander à ce que quelqu'un approuve cette action. Je vais accompagner mon prestataire. À tout moment, je suis en train de surveiller ce qu'il est en train de faire. On va également appliquer, comme je vous le disais, le principe du moindre privilège. Sur un poste, lorsque je suis connecté, en tant qu'utilisateur, j'ai le droit de faire telle ou telle tâche. Je suis développeur, peut-être que je vais être un peu plus flexible et lui permettre de faire un peu plus de choses. Toujours cette volonté de trouver un équilibre entre productivité et sécurité, tout en auditant évidemment les choses, avec du reporting et avec peut-être des connexions vers des SIEM et même des réponses à temps réel. Et puis, la dernière étape, c'est gérer mes identités. En mettant en place un vault, un coffre-fort, je vais donner les comptes uniquement aux ayants droit. Qui suis-je pour pouvoir me connecter sur ce poste? Quelle fonction ai-je dans l'entreprise pour pouvoir le faire? De façon manuelle, je vais venir vers le coffre-fort, récupérer le mot de passe et le copier-coller dans mon application, ou alors de façon complètement transparente, en injectant ce mot de passe-là directement dans les applications, directement dans les serveurs, sans pour autant le révéler à la personne qui va l'utiliser. Et puis par la suite, pensez à faire de la rotation massive, de la rotation fréquente de ces mots de passe-là, de sorte à ce que mon mot de passe ne soit jamais statique et n'ait pas un âge trop grand. Bien souvent, la plupart des entreprises qu'on constate, c'est que lorsqu'on fait un audit, les mots de passe ont plus de 90 jours, des fois des dizaines d'années qu'il n'a pas été changé. D'accord? Alors, la démonstration va porter sur ce que je vous disais, donc le end privilege, sur le list privilege, pardon, sur le endpoint. Donc là, je suis un utilisateur, je suis connecté, vous voyez bien? Très bien. Donc je suis sur la machine. Je suis connecté sur ma machine. Je vais
configurer un certain nombre de règles. Installer, j'ai déjà prédéfini ce qu'on appelle des templates, des work styles. D'accord? Donc ces work styles sont l'expérience de plus de 10 ans avec nos clients. 90% de ces templates vont couvrir plus de 90% de vos cas d'usage. Okay? Je suis un administrateur, je vais appliquer ce qu'on appelle un work style qui est très flexible. D'accord? Donc si je veux installer une application, admettons que c'est une application qui est entre guillemets trustée, une application avec UAC, vous allez voir par exemple tout ce qui est backup and restore. Si je veux exécuter ça, vous allez voir en bas à droite, on me dit que c'est une application qui est trustée, je peux la lancer, elle est auditée, vous allez voir dans le rapport qu'elle va apparaître. On peut également l'appliquer à des applications qui ne sont pas du tout trustées. On va voir ici un exemple. Par exemple, une application Notepad++, très prisée des développeurs. J'ai la possibilité d'envoyer un message en disant vous faites partie de la groupe policy qui est très flexible, vous avez pu l'installer, mais sachez que nous sommes au courant, que nous avons audité votre installation. Donc je dis oui ou non, en fonction de est-ce que je veux être audité ou pas. On peut faire la même chose pour des applications qui normalement seraient bloquées. On va trouver... Hop. Pardon. Dans la partie download, voilà. Imaginons que je veuille installer une application qui est somme toute pas du tout légitime, qui est de l'uTorrent. Ici, comme c'est une application, hop, voilà, je l'avais déjà installée, pardon, et celle-là. Voilà, comme c'est une application qui est normalement non légitime, je suis également prompté, mais comme je suis un administrateur avec des privilèges élevés, je suis uniquement prompté. Alors on va passer vers un work style qui est, bon, je ne vais pas installer World of Warcraft, on va passer vers un work style qui est un peu moins flexible, qui est medium flexible. Et cette fois-ci, vous allez voir ce qui va se passer lorsque je vais vouloir installer ce type d'application, par exemple. Vous voyez, je suis prompté parce que c'est dangereux. Je suis prompté pour donner ce qu'on appelle un challenge response. J'appelle mon helpdesk et il va générer ce qu'on appelle un challenge ici. Donc il va rentrer le compte, le shared key que seul lui connaît. Je vais lui dicter mon challenge. Cela va générer une réponse qu'il va me communiquer par téléphone, par exemple. Et par la suite, l'application pourra se lancer ou pourra s'installer. D'accord? Et ça sera audité. Donc pour un utilisateur lambda qui n'a pas vocation à installer de nouvelles applications, d'accord, on peut penser qu'à chaque fois qu'il aura besoin d'installer un driver, besoin d'installer une imprimante,
on peut mettre en place ce genre de principe, à savoir appeler au téléphone et rapidement pouvoir le dépanner et ne pas attendre des jours et des jours pour pouvoir valider cette application. D'accord ? Bien entendu, la personne qui est au helpdesk, elle a accès au reporting, ici qu'on va vous montrer, et c'est lui qui va pouvoir voir l'ensemble des actions, qui je suis, est-ce que je suis légitime à installer cette application, et par la suite, pourquoi pas la rajouter. Donc c'est très simple, hein. Pour pouvoir rajouter une application, depuis mon interface, depuis ma GPO, ici hein, vous avez tous reconnu une GPO, je vais dans les applications qui sont approuvées, je peux la rajouter aussi facilement en me basant sur les événements récupérés. Donc ça c'est très puissant. Je vais voir quels sont les événements qui ont été récoltés. Donc là on peut fonctionner même en mode audit. Pendant une semaine, vous installez le produit, vous récoltez l'ensemble des applications. Donc là vous dessinez ce qu'on appelle un profil. En fonction de ce profil-là, vous allez au fur et à mesure rajouter les applications parce que vous savez qu'elles sont très utilisées et que potentiellement légitimes dans votre entreprise. D'accord ? Donc là, je vais me baser sur cet ordinateur-là. J'aurais très bien pu me baser sur un ordinateur qui est en remote. Any application, quelle que soit l'application, ou alors une application spécifique. Je peux définir une date et là, je vais voir l'ensemble des applications qui ont été demandées ou l'ensemble des applications qui ont été bloquées et que les gens ont essayé d'installer. Donc c'est très simple. Je clique sur l'application, je fais OK et automatiquement elle est rajoutée dans le portfolio de l'entreprise comme étant une application trustée. Okay ? Autre chose que le produit va pouvoir faire, je vais vous montrer ça, on va se mettre dans un mode pas du tout aucun mode, admettant que dans votre entreprise, vous avez décidé pour un utilisateur lambda, de ne rien lui donner comme droit. Il ne peut pas installer d'imprimante, il n'y a aucune interaction. Donc là, le produit est désactivé. Que se passe-t-il si un jour il reçoit un mail et dans ce mail-là, il contient un fichier Word qui va lui dire que la livraison de quelque chose qu'il a commandé de l'entreprise est arrivée. D'accord ? Il va l'ouvrir. On va reprendre carrément l'expérience utilisateur. Il va ouvrir son mail. Il a reçu un mail très légitime de la part du PS. Il va pas se méfier, va l'ouvrir. C'est un fichier Word qui va contenir un malware à l'intérieur, donc qui va exécuter un processus fils qui va pouvoir crypter l'ensemble de ces données. Vous voyez, c'est un utilisateur qui n'a le droit de rien faire sur la machine, aucune restriction, mis à part évidemment ouvrir un fichier Word, mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc je fais confiance, j'active la partie content ici, et là derrière, ce qui va se passer, c'est qu'un malware va s'exécuter. Le résultat, vous voyez, tous les fichiers que j'avais dans le bureau ont été cryptés. D'accord ? Alors fort heureusement pour moi, j'ai un outil qui va me permettre de nettoyer tout ça. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Maintenant, je vais activer notre produit et vous allez voir comment on est capable à travers une application de détecter qu'il y a eu un process child, comme on dit, qui a été exécuté et automatiquement le bloquer. Donc j'active ce workflow-là. Je refais exactement la même expérience. Je vais fermer mon Word, je vais ouvrir mon navigateur, mon client web, mon client Outlook. Je vais essayer de l'ouvrir, de l'exécuter exactement comme tout à l'heure. Et là, vous allez voir ce qui va se passer.
Vous voyez, l'application a été bloquée parce que détectée par mon produit. Et le malware n'a pas pu s'exécuter. D'accord ? Évidemment, ça va être audité. Comme je le disais, l'administrateur va pouvoir faire du reporting et regarder, et on a pas mal de filtres, ou avoir un sommaire sur l'ensemble des applications qui ont été exécutées, qui ont été bloquées, celles qui ont demandé une élévation, ou alors les applications qui ont été trustées. Ce reporting-là va vous permettre, va vous aider à la décision. Est-ce que vous avez des questions ? On peut peut-être faire une séance questions-réponses. N'hésitez surtout pas. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut faire aussi du File Integrity Monitoring, en fait, dans les règles, en partie pour les exploiter? Absolument, vous pouvez le faire. Donc via un hash. Donc lorsqu'une application se lance. Ah, on n'a pas entendu votre question. Alors oui, le monsieur demandait si on pouvait faire de l'intégrité de fichier en fait, c'est ça? Pour s'assurer que le fichier qui a été exécuté ou qui a été consulté est le bon en fait. Effectivement, on a la possibilité de faire ça. Pour les applications, faire un hash d'application ou alors déterminer si l'application a été créée par le bon éditeur pour pouvoir la lancer ou pas. D'accord? D'autres questions? N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au niveau des clés USB ou des devices qu'on peut connecter sur les ordinateurs? Alors, les clés USB, les devices vont s'exécuter dans l'ordinateur à partir de la clé USB. Donc, le même principe va s'appliquer. Ça n'a aucun... Il n'y a pas du tout de distinction où c'est exécuté le programme. Donc, nous, on se base sur l'éditeur du programme qui l'a lancé ou même sur un certificat. Donc, il n'y a aucune importance d'où il a été lancé. Merci. Encore une question. En fait, on parle de workstyle. Par contre, en entreprise, j'ai de multiples services et autres. Est-ce que je peux faire de l'agrégation de workstyle ou autre en fait, pour faire une gestion efficace? Parce que sinon, je vais me retrouver avec une arborescence remplie de rôles et autres. Alors, votre question, c'est de savoir est-ce que je peux créer des sous-groupes, c'est ça? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, les workstyles peuvent s'appliquer à des ordinateurs, peuvent aussi s'appliquer à des groupes d'utilisateurs. On peut même faire du filtering basé sur l'adresse IP. C'est-à-dire que si l'adresse IP est... si c'est telle ou telle adresse IP, elle a le droit d'exécuter tel ou tel programme. Notamment pour éviter ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Je suis sur une machine connecté dessus. Est-ce que depuis cette machine-là, je peux, avec un MSTSC, me connecter sur une autre machine? En fonction de qui je suis, de mon adresse IP, je vais pouvoir le faire ou ne pas le faire. Donc le filtering va vraiment très loin. D'autres questions? C'est bon? Ok. Bah, écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Donc, si vous avez plus de questions à notre stand, C2, c'est bien ça. Très bien. Et puis, merci pour votre intention. Merci beaucoup.